Honorables sénateurs et sénatrices, je constate qu'il y a quorum et je déclare la séance ouverte. Bonjour, je m'appelle René Cormier, sénateur du Nouveau-Brunswick et j'ai le plaisir de présider la réunion de ce soir. Le comité sénatorial permanent des langues officielles poursuit le deuxième volet de son étude portant sur la perspective des communautés de langue officielle en situation minoritaire au sujet d'une modernisation de la loi sur les langues officielles. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Marie-France Lapierre, présidente, et M. Marc-André Ouellette, vice-président du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, M. Alpha Barry, président, et Mme Hélène Grimard, vice-présidente du Conseil des écoles francescoises, et finalement M. Roger Paul, directeur général, et M. Jean Lemay, membre du comité exécutif de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Avant de passer la parole à nos témoins, j'invite les membres du comité à bien vouloir se présenter. Bonjour, ou bonsoir presque, Rosemée Poirier de Nouveau-Brunswick. Bienvenue, Madame, Messieurs. Ghislain Martin du Québec. Raymond Gagné du Manitoba, bienvenue. Lucie Monsion de l'Ontario. Bonjour. Paul McIntyre, Nouveau-Brunswick. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Madame Lapierre, la parole est à vous. Donc, merci, Monsieur le Président, chers sénateurs et sénatrices, Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir, comme Mme Poitras disait. Je vous remercie sincèrement de nous accorder l'occasion de parler au nom du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, le CSF. Donc, votre comité... Attendez, je vais me placer pour pouvoir vous regarder pendant que je parle. Donc, votre comité connaît les problèmes du CSF et des conseils scolaires francophones et acadiens en situation minoritaire et la lacune de la loi et demande au gouvernement de les changer depuis 2005. Donc, en ce qui concerne la structure de notre présentation, Marc-André et moi discuterons très brièvement des problèmes reliés à l'aliénation des sites fédéraux et la solution législative proposée par le CSF. Par la suite, Marc-André abordera la question du financement fédéral pour l'éducation dans la langue de minorité et la solution proposée. Et finalement, j'aborderai la question du dénombrement des titulaires de droit en vertu de l'article 23 de la Charte et la solution législative proposée. Alors, premièrement, le CSF demande que la loi soit modifiée pour qu'elle exige que les institutions fédérales consultent les conseils et commissions scolaires en situation minoritaire avant d'aliéner un bien immobilier. Alors, le comité sénatorial a très bien cerné le défi auquel fait face la communauté francophone de la Colombie-Britannique en matière d'acquisition des biens immobiliers dans son rapport de 2017, c'est-à-dire identifier les terrains véritablement disponibles pour la construction des écoles. Les tribunaux ont conclu que c'est un manque de volonté politique qui frustre la mise en œuvre de l'article 23 de la Charte et non une pénurie des sites, et ça même à Vancouver. Le gouvernement fédéral est propriétaire d'un grand nombre de biens immobiliers, dont plusieurs sont jugés ou seront jugés excédentaires à ses besoins. Malgré cela, la loi ne prévoit aucune obligation spécifique concernant l'aliénation des biens immobiliers. Le CSF a tenté d'obtenir une petite portion de 3 de ces sites, sans succès jusqu'à maintenant. 2 sites à Vancouver pour l'école élémentaire Rose-des-Vents, le site de Jéricho de la Défense nationale et le site de la GRC sur la rue Heather, Fermont. Du travail acharné a été fait de la part du CSF, du ministère de l'Éducation et de votre comité afin de renverser les effets de la décision d'aliéner ces sites sans consulter le CSF. Malgré tous nos efforts, le CSF ne dispose toujours pas de site à Vancouver. Il y a un site à Victoria, le site Royal Roads, appartenant à la Défense nationale, et malheureusement, l'histoire ne fait que se répéter. C'est comme si le fiasco de Jéricho et Fairmont ne s'était jamais produit. En 2017, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de céder le site Royal Roads, un site de 500 acres. Le CSF n'a jamais eu de réponse adéquate de la part du gouvernement fédéral au sujet de l'utilisation de ce site. Mais d'autres groupes ont déjà signé des ententes de collaboration au sujet du développement du site. Le CSF souhaite simplement obtenir de 5 à 10 acres de ces 500 acres. Ça ne devrait pas être aussi complexe. Alors, je vous invite à voir le paragraphe 15 de notre mémoire avec les détails des démarches entourant ce site. C'est frustrant. Une institution fédérale mine l'épanouissement et le développement du français en Colombie-Britannique par ses actions, ou plutôt par ses inactions. Et la loi le permet. Celle-ci doit absolument être modifiée en conséquence. La directive
fédéral en place pour gérer l'aliénation par la vente ou le transfert des biens immobiliers excédentaires exige que les ministères fédéraux, les sociétés d'État mandataires et le gouvernement provinciaux et municipaux soient consultés. La directive n'exige pas la même chose pour les conseils scolaires. Puis ça ne fonctionne pas. Donc, il y a donc lieu de proposer un amendement à la loi prévoyant expressément l'obligation de consulter les conseils scolaires avant d'aliéner ou transférer un bien immobilier excédentaire appartenant au gouvernement fédéral. Avec tout le respect que j'ai pour vous, nous avons inclus une proposition d'une première ébauche d'un nouvel article de la loi à la page 8 de notre mémoire. Comme deuxième point, le CSF demande au comité de recommander que la loi soit modifiée pour qu'elle encadre mieux le financement fédéral de l'éducation élémentaire et secondaire dans la langue de la minorité par l'entremise du protocole d'entente. Le protocole d'entente prévoit que le ministère du Patrimoine canadien a le droit d'approuver des contributions complémentaires au-delà des fonds du protocole d'entente, notamment pour des projets d'immobilisation. Ces fonds complémentaires visent les espaces qui sont en dessus des normes scolaires de la province. Par exemple, les mètres carrés d'un gymnase qui ne seraient pas justifiés par le nombre d'élèves, mais qui ont pour but de desservir la communauté de langue française en situation minoritaire. Il s'agit de fonds fort importants pour le CSF et la communauté, dont plusieurs écoles ont pu profiter de ce financement complémentaire. Certaines écoles du CSF ont donc de plus grands gymnases, des théâtres et des centres de petite enfance en raison de ce type d'intervention fédérale. Comme vous le savez, l'état des infrastructures en situation minoritaire a un impact marqué sur la capacité d'attraction et de rétention des élèves du CSF et donc sur la capacité du CSF de renverser petit à petit les effets de l'assimilation. Les infrastructures ont également un impact marqué sur la fierté d'une communauté et du sentiment d'appartenance des élèves à cette même communauté. Comme le recommandait si bien votre comité en 2017, les besoins d'immobilisation du CSF sont tellement criants à l'heure actuelle qu'il y a lieu de répéter les bons coups du passé avec les ententes spéciales de 1997 et de 2002, et de conclure une autre entente spéciale octroyant une enveloppe de financement fédéral pour les projets d'immobilisation du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. À cette fin, il y a lieu de proposer un amendement à la loi prévoyant et encadrant le rôle du gouvernement fédéral en matière d'éducation dans la langue de la minorité. Humblement et respectueusement, nous vous proposons une première ébauche d'un nouvel article de la loi à la page 10 de notre mémoire. Ayant pris connaissance des soumissions de nos collègues de la Saskatchewan, le CSF souscrit sans réserve aux propositions du CEF au sujet du financement fédéral. Notre troisième point, le CSF demande au comité de recommander que la loi soit modifiée pour qu'elle prévoie expressément l'obligation de Statistique Canada de dénombrer les personnes titulaires du droit sous l'article 23 de la Charte, et ce, dans le cadre du formulaire court. Le problème est malheureusement simple. Le CSF ne peut pas planifier adéquatement en matière d'immobilisation parce qu'il n'a pas accès à des données fiables et pertinentes concernant le nombre d'élèves potentiels dans les écoles. Le CSF a subi les conséquences de l'incapacité de Statistique Canada de compter tous les enfants admissibles à ces écoles dans le cadre de son procès contre le gouvernement de la province la Colombie-Britannique. Le juge n'a pas pu trancher entre les deux experts concernant les statistiques. Elle a donc décidé d'utiliser les résultats du recensement de 2011 pour déterminer le potentiel d'une école de langue française. Ce recensement ne comptait que les enfants dont l'un des parents avait le français comme première langue apprise. Évidemment, ces chiffres étaient bien inférieurs à la réalité. À titre d'exemple, selon ces chiffres imparfaits de 2011, la juge a conclu que les nombres potentiels de l'école de mes enfants, l'école des pionniers de Maillardville, ne justifiaient qu'une partie d'une capacité de 560 élèves. La nouvelle école ouvre ses portes après la semaine de relâche, au mois de mars, puis on a déjà 640 élèves, puis 4 portatives. Donc, il s'agit d'un exemple concret des conséquences de ne pas compter dans le recensement les deux autres catégories d'enfants,
soit les enfants ou l'un des parents a reçu son instruction au niveau primaire en français au Canada, ou l'un des parents dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en français au Canada dans le cadre du recensement. Une telle lacune du recensement est particulièrement problématique en Colombie-Britannique en raison de la tendance à l'exogamie. Pour ceux qui ne savent pas, mon mari est anglophone, moi je suis francophone, on est une famille exogame. Ce qui fait en sorte que la langue parlée à la maison est généralement la langue parlée, partagée par tous ou par celui qui en parle seulement une, donc l'anglais. C'est le cas dans ma famille. Donc, si je n'ai qu'un choix et qu'on me demande la langue la plus couramment parlée à la maison, je me dois d'indiquer l'anglais. Ce qui ne veut pas dire que je ne parle pas le français. Si mes enfants devaient choisir une seule langue, comme dans le recensement, je suis convaincue que malheureusement, ils choisiraient la langue, l'anglais, car c'est la langue de leur environnement. Mes enfants ne seraient pas comptés par le recensement, même s'ils sont des titulaires de droit. Il faut changer le recensement pour bien compter. Il ne suffit pas seulement d'obtenir des données complètes et plus fiables, mais également des données flexibles afin de permettre au CSF de planifier adéquatement ses besoins en immobilisation et pour que le CSF puisse s'adapter à un environnement changeant. Il n'est pas suffisant de savoir combien d'élèves admissibles résident dans chaque municipalité, mais où résident les enfants dans chaque zone de fréquentation. Par exemple, il est important de savoir combien d'élèves résident dans une région et leur emplacement spécifique avant de décider de changer la zone de fréquentation. Ce fut le cas dans la région de la vallée du Fraser que je représente. Les élèves du secondaire devaient se rendre à Gabriel-le-Roi. Pour certains, c'était 3 heures d'autobus. Étant donné la distance, les élèves choisissaient de s'inscrire dans les conseils scolaires anglophones. En leur offrant d'aller à l'école des pionniers suite à la construction d'un pont, les élèves du secondaire maintenant s'inscrivent à une école du CSF. De tels changements ne peuvent pas être faits de manière optimale sans avoir accès à des données complètes, fiables et flexibles sur le potentiel des effectifs dans les différentes régions d'une grande zone de fréquentation. Demander à Statistique Canada de modifier le recensement ne semble plus suffisant, étant donné son inaction continue à cet égard. Avec tout le respect que je vous dois, nous avons inclus une proposition d'une première ébauche d'un nouvel article de la loi à la page 15 de notre mémoire. Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique est grandement reconnaissant du travail acharné de ce comité envers le respect des droits et la communauté franco-colombienne. La présente étude et les recommandations qui s'en suivront permettront d'assurer l'épanouissement des élèves actuels et futurs de nos écoles qui incarnent l'avenir de la dualité linguistique au Canada. Donc, merci. Merci, Monsieur le Président. Honorables sénatrices et sénateurs, Mesdames et Messieurs, au nom de toute la communauté scolaire françaiscoise, permettez-moi de vous adresser nos sincères salutations. Je vous remercie sincèrement de m'accorder l'occasion de parler au nom du Conseil des écoles françaiscoises, connu sous l'acronyme CEF-SK. Notre présence ici est motivée par le profond désir de voir la loi sur les langues officielles modernisée, surtout en ce qui a trait à l'éducation de la langue officielle en contexte minoritaire. Votre comité connaît les problèmes des conseils scolaires francophones et acadiens en situation minoritaire et les lacunes de la loi, car depuis 2005, vous l'aviez déjà identifié. Le moment est propice pour parler de la modernisation de la loi, afin de reconnaître et de prendre en compte cette instance gouvernementale qui n'existait pas la dernière fois que la loi a été modifiée. Les conseils scolaires qui ont vu le jour grâce au droit constitutionnel constituent aujourd'hui une instance gouvernementale. D'ailleurs, le CEF tient à souligner son appui au rapport que votre comité a publié en 2017 au sujet de l'éducation en français en Colombie-Britannique. Cela dit, les efforts de votre comité dans le cadre de la présente étude sont d'une plus grande importance. Par l'entremise de la présente étude, votre comité a une occasion en or de soustraire le rôle du gouvernement fédéral du jeu de la politique partisane dans le domaine de l'éducation dans la langue de la minorité. Je me réjouis d'être ici pour vous faire part des besoins criants de nos communautés scolaires. Il ne fait aucun doute que celui-ci requiert une protection au sein d'une nouvelle loi modernisée.
En ce qui concerne la structure de notre présentation, je vous donnerai d'abord un aperçu de la communauté francescoise et du Conseil des écoles francescoises. Par la suite, je vous décrirai très brièvement le cadre de gestion de l'appui financier fédéral pour l'éducation de la langue de la minorité. Puis je soulèverai les lacunes principales de ce cadre grâce à des exemples très concrets. Comme dernier point, mais non le moindre, et avec toute la gratitude qu'on peut exprimer, je vous ferai part d'une proposition législative qui s'attaque directement aux lacunes identifiées et qui permettrait de les résoudre. Malheureusement, le contenu de la présentation d'aujourd'hui est beaucoup trop similaire au contenu de la présentation du Conseil des écoles francescoises devant le comité de la Chambre des communes en 2011. Il semble que rien n'ait changé. Le Conseil des écoles francescoises est le seul conseil scolaire francophone à l'échelle de la province avec un triple mandat, scolaire, culturel et communautaire. En tant que le Conseil scolaire de la minorité, le Conseil des écoles francescoises a des obligations constitutionnelles qui lui incombent en vertu des articles 23 et 24 de la Charte canadienne des droits et des libertés et de la jurisprudence afférente. Cette responsabilité se présente sous forme de la gestion scolaire francophone au nom des parents ayant droit et au bénéfice de la communauté francophone de la Saskatchewan. Une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Le Conseil des écoles francescoises gère 5 écoles de la minorité en milieu urbain et 9 écoles en milieu rural. Ces écoles font face à des défis distincts et qui entraînent des coûts importants pour notre Conseil sans économie d'échelle. De plus, la formule de financement standardisée du ministère de l'Éducation ne s'est jamais adaptée aux besoins uniques de la minorité. Notre Conseil est donc grandement sous-financé, ce qui affecte négativement tous les aspects de l'éducation offerts dans ces écoles. La communauté francescoise fait face à des défis de taille. L'exogamie en est un. Et bien entendu, ces défis ne sont pas palliés par les écoles du Conseil des écoles francescoises en raison du sous-financement. Brièvement, le cadre de gestion de l'appui financier fédéral pour l'éducation de la langue de la minorité contrevient à notre égard à l'article 23 de la Charte. Le ministère du Patrimoine canadien et le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada signent un protocole d'entente pour 5 ans. Ce protocole définit les principaux paramètres de coopération entre les deux ordres de gouvernement en matière de financement de l'éducation dans la langue de la minorité pour la langue et la langue seconde. Le ministère du Patrimoine canadien signe ensuite des ententes bilatérales avec le ministre de l'Éducation de chaque province et territoire. Le ministre de l'Éducation doit ensuite adopter un plan d'action décrivant les initiatives qui seront financées avec les fonds fédéraux ainsi que les montants octroyés à ces initiatives. Pour des fins de présentation, le CEF a indiqué 4 lacunes propres à ce cadre de gestion qui pourraient être réglées en modifiant la loi. Les 4 lacunes sont expliquées en détail dans le mémoire du Conseil des écoles francescoises que nous vous avons remis, mais brièvement les voici. Premièrement, les besoins de la communauté francescoise sont déterminés par le gouvernement, par la Saskatchewan, en d'autres termes, le gouvernement. Le protocole mentionne l'article 23 dans son préambule, voire la page 8 du mémoire. Malgré cette mention, le préambule énonce ensuite que l'éducation est de compétence provinciale. Du coup, il fait donc abstraction du Conseil des écoles francescoises et du fait qu'il s'agit d'un ordre de gouvernement qui a un rôle de premier plan en matière d'éducation de la prématernelle à la 12e année dans la langue de la minorité. Deuxièmement, le protocole n'exige pas que le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan consulte le Conseil des écoles francescoises. Pour le plan d'action 2013-2018, le CEF n'a pas été consulté adéquatement et n'était pas à la table de négociation. En raison du sous-financement chronique,
Et sans formule de financement adaptée à nos besoins, l'argent reçu du fédéral comble le manque à gagner et force une dérive du plan visé par le Conseil des écoles francescoises. En ce qui concerne le prochain plan d'action, le CEF n'a toujours pas été consulté par le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan pour identifier les priorités du Conseil des écoles francescoises et des communautés francescoises. Troisièmement, le protocole ne prévoit pas le mécanisme de reddition de comptes adéquat. Le plan d'action préparé par le ministère de l'Éducation identifie très généralement des initiatives pour 5 ans. Le montant associé à ces initiatives-là, mais pas le destinataire des fonds ou la proportion de la contribution fédérale, voire l'annexe numéro 3 de notre mémoire. De plus, selon le protocole, le ministère de l'Éducation doit produire un rapport annuel comportant les états financiers, des contributions et des dépenses réelles liées à son plan d'action. Voir le tableau suivant, le paragraphe 42 du mémoire. Or, ce rapport n'est pas remis au CEF. Il est disponible en ligne pour certaines années, mais aucun rapport annuel n'est disponible après celui de 2015-2016. Et les rapports de la Saskatchewan remis au ministère du Patrimoine canadien sont uniquement disponibles en anglais. Quatrièmement, le protocole permet que les fonds affectés à l'enseignement de la prématernelle à la 12e année en français langue première soient utilisés afin de financer des coûts essentiels de cet enseignement et non les coûts véritablement supplémentaires à celui-ci. Comme vous pouvez facilement l'imaginer, le sous-financement du Conseil des écoles francescoises engendre de nombreux impacts négatifs sur la qualité de l'instruction ainsi que sur le développement et l'épanouissement de la communauté. Le financement du gouvernement fédéral destiné aux mesures spéciales est utilisé pour des services de fonctionnement de base tels que le transport des étudiants. Toutes les lacunes identifiées aujourd'hui découlent de l'absence d'encadrement dans la loi des interventions du gouvernement fédéral en matière d'éducation dans la langue de la minorité. Le Conseil des écoles francescoises n'existait pas en 1988, soit la dernière fois où la loi a été modifiée. Ne faisons pas l'erreur d'adopter une nouvelle loi qui ne tient pas compte du Conseil des écoles francescoises et des conseils scolaires de langue française en situation minoritaire. La solution à ces lacunes proposées par le Conseil des écoles francescoises est d'ajouter à la loi un article prévoyant et encadrant le rôle du gouvernement fédéral en matière d'éducation dans la langue de la minorité. Une proposition d'une première ébauche d'un tel article se trouve dans la mémoire à la page 15. Je ne propose pas de vous en faire la lecture. Le Conseil des écoles francescoises vous remercie de l'opportunité de vous présenter ses inquiétudes et solutions dans le cadre de l'étude portant sur la modernisation de la loi. Merci. M. Barry, Mme Grimard, merci. Donc maintenant, M. Roger Paul et M. Jean Lemay de la Fédération nationale des conseils scolaires. La parole est à vous. Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais remercier le Comité sénatorial permanent des langues officielles pour son invitation, afin de permettre à notre fédération de présenter sa perspective sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, en particulier à ce qui a trait à la section 7. Je m'appelle Jean Lemay, je suis membre du comité exécutif de la Fédération nationale et sous l'acronyme FNCSF. Notre fédération représente les 28 conseils scolaires francophones au pays situés en contexte minoritaire, soit dans les 9 provinces et 3 territoires canadiens. Ces conseils scolaires comptent plus de 700 écoles élémentaires et secondaires que fréquentent près de 164 000 élèves. Notre réseau d'écoles élémentaires et secondaires connaît une croissance depuis quelques années, tant au niveau des écoles que des inscriptions. Toutefois, malgré cet élan, les francophones en situation minoritaire sont encore trop nombreux à ne pas pouvoir faire instruire leurs enfants en français, langue première, malgré l'article 23 de la Charte. À titre d'exemple, plus de 2000 enfants au pays sont sur des listes d'attente pour obtenir une place dans un service en petite enfance en français. Dans toutes les provinces, dans tous les territoires, les francophones doivent pouvoir étudier en français dans un continuum allant du préscolaire
jusqu'au postsecondaire et l'éducation des adultes. Si le français doit demeurer la langue maternelle la plus importante après l'anglais, avec 7,8 millions de personnes, en 2036, selon les projections, son poids démographique devrait diminuer aussi bien au Québec qu'à l'extérieur de la belle province. Il y a donc un empressement certain à soutenir la dualité linguistique pour offrir toutes les chances aux communautés francophones et acadiennes de s'épanouir. Pour ce faire, un appui financier stable relativement aux infrastructures scolaires, communautaires est impératif. En mars dernier, le gouvernement fédéral annonçait l'injection de 8 millions de dollars annuellement sur 10 ans pour la construction d'infrastructures éducatives en contexte minoritaire, afin de souligner et de promouvoir la dualité linguistique au Canada. Cette somme, en sus du fonds contenu dans le plan d'action sur les langues officielles, demeure insuffisante pour prendre en compte les besoins criants en infrastructure au sein des conseils scolaires francophones. Beaucoup d'écoles de langue française souhaitent développer un type d'infrastructure où l'on retrouve 3 volets, soit le scolaire, le communautaire et la petite enfance. Les écoles ont besoin de bonifier leur espace communautaire pour mieux servir les besoins communautaires francophones et acadiennes et faire de l'école un pôle de la vie scolaire, communautaire et culturelle. Comme l'a confirmé la Cour suprême du Canada dans l'affaire Rose des Vents en 2015, les infrastructures des écoles de langue française doivent permettre l'offre d'une éducation au moins équivalente à celle offerte à la majorité dans les écoles avoisinantes. Des infrastructures appropriées sont essentielles pour assurer la vitalité et la pérennité de nos communautés. Lorsque les parents sont dissuadés d'inscrire leurs enfants dans une école de langue française à cause des infrastructures, par exemple le manque d'espace, l'absence de garderie, de gymnase ou d'auditorium, l'état physique des édifices scolaires de mauvaise qualité comparé aux écoles de langue anglaise, ou que l'édifice scolaire n'est pas bien adapté pour offrir un programme scolaire de qualité mettant l'accent sur la langue et la culture, on met en péril l'objet de l'article 23 de la Charte, ainsi que les principes fondamentaux de la loi sur les langues officielles, de favoriser l'épanouissement des 2 langues officielles. Il y a donc beaucoup de rattrapage à faire dans plusieurs coins du pays au niveau des centres scolaires communautaires. Même si la diversité culturelle est une réalité au sein des conseils scolaires francophones en contexte minoritaire au pays, des défis demeurent au sein du recrutement, de l'accueil, du maintien et de l'accompagnement des nouveaux arrivants. Un besoin existe de mieux informer les ayants droit ainsi que les nouveaux arrivants d'expression française de l'existence du réseau des écoles de langue française en contexte minoritaire au pays. La Fédération nationale des conseils scolaires francophones a d'ailleurs produit une série de capsules vidéo intitulée « Mon école de choix », disponible dans 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Donc, pour que les parents puissent faire un choix éclairé en connaissant les options éducatives à la disposition de leurs enfants. Les nouveaux arrivants doivent pouvoir être mis au courant avant leur arrivée au Canada par les services consulaires canadiens de la possibilité, s'ils le désirent, de faire instruire leurs enfants en français à l'extérieur de la province du Québec. L'avenir des écoles de langue française passe par l'immigration. Les écoles de langue française en sont tout à fait conscientes et souhaitent l'inclusion des nouveaux arrivants au sein d'une francophonie au pluriel. Si vous me permettez, j'aimerais maintenant céder la parole à mon directeur général, M. Roger Paul, qui vous en tiendra des actions concrètes que le gouvernement fédéral peut mettre en place pour favoriser la dualité linguistique et appuyer le développement des communautés francophones et acadiennes en contexte minoritaire à travers le vecteur éducatif. Merci, M. Lemay. Bonsoir tout le monde. Merci de nous accueillir. J'aimerais vous présenter 4 actions concrètes que le gouvernement fédéral peut mettre en place pour favoriser la dualité linguistique et appuyer le développement des communautés francophones et acadiennes en contexte minoritaire à travers le vecteur éducatif, comme l'a mentionné M. Lemay. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler d'immigration, deuxièmement, du recensement, troisièmement, des biens immobiliers excédentaires du fédéral et finalement de l'entente stratégique PLOE. Il y a certains de ces sujets qui ont été très bien couverts par mes collègues, donc je ne m'attarderai pas trop sur certains des sujets. Je vous dirais que notre position à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est que le gouvernement fédéral doit pouvoir encourager l'immigration francophone, modifier le formulaire de recensement
pour mieux répertorier les ayants droit, créer une stratégie d'aliénation équilibrée des biens immobiliers excédentaires du gouvernement fédéral et finalement, favoriser la mise en œuvre de l'entente stratégique en éducation. Tout d'abord, commençons par l'immigration. Le gouvernement doit pouvoir favoriser une meilleure répartition de l'immigration francophone au Canada afin d'atteindre la cible de 5 % entérinée par les 13 provinces et territoires et en faveur d'un plan d'action concret assorti d'un échéancier. Rappelons que selon les projections, dis-je, de Statistique Canada, près d'un Canadien sur 2 sera issu de l'immigration d'ici 15 ans. Maintenant, en ce qui a trait au prochain recensement, nous sommes d'avis que le gouvernement doit modifier le formulaire de recensement à temps pour le prochain exercice prévu en 2021 pour mieux identifier les ayants droit admissibles dans les écoles de langue française en contexte minoritaire. Puis, si on fait ça, on va lutter effectivement pour contrer l'assimilation. Nous appuyons la Fédération nationale des conseils scolaires, nos collègues de la Colombie, du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, et je ne répéterai pas ce qu'ils vous ont mentionné. C'est une position qu'on a en commun et qu'ont en commun les 28 conseils scolaires au pays. La modification du formulaire est une condition essentielle pour obtenir un portrait juste et complet du nombre d'ayants droit, afin de mettre en place un système d'éducation élémentaire et secondaire qui rejoint véritablement la francophonie canadienne. Beaucoup de nos élèves issus de familles exogames, comme on l'a mentionné, ne sont donc pas comptabilisés. Puis je saute tout de suite à une question une petite anecdote au niveau de mon expérience personnelle. Avant, dans mon ancienne vie, comme on dit communément, j'étais directeur général d'un conseil scolaire qui contenait environ 15 000 élèves, pas loin d'ici. Et quand le ministère de l'Éducation de l'Ontario me demandait à titre de directeur général, quelles sont tes preuves, Roger, pour faire valoir la construction d'une école, par exemple, disons, Van Cleek Hill ou à Cornwall ou à Rockland? Je ne pouvais pas dire juste, parce qu'on pense que. Non, non, non. Il fallait se fier aux données du recensement qu'on avait à ce moment-là. Il fallait tenter d'estimer, mais les estimés du conseil scolaire, c'était difficile de mettre de l'avant parce qu'on parle de millions et de millions de dollars pour la construction d'une école, puis je ne demande pas le gouvernement de nous demander des données. Mais on ne les a pas, ces données-là. On pourrait les avoir si on formulait le questionnaire du recensement. C'est pour ça que c'est très, très important, puis je vous parle d'expérience, parce que c'est comme ça que fonctionnent tous les gouvernements. On a besoin de données. Ensuite, on peut dire simplement que si ces données étaient disponibles, les conseils scolaires de la minorité, les parents francophones, les communautés francophones ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux seraient capables de mieux planifier leurs programmes. C'est qu'à un moment donné, des programmes, des constructions d'écoles, tout le monde veut avoir une nouvelle école. Mais pourquoi favoriser un plus que l'autre? Pourquoi favoriser les francophones plus que les anglophones? Il faut démontrer qu'on a besoin de ces écoles. Finalement, sur les biens immobiliers, je vous dirais que le gouvernement fédéral doit se prononcer en faveur d'une stratégie d'aliénation équilibrée pour les biens immobiliers. Finalement, parce qu'on ne joue pas d'égal à égal sur le même terrain. Quand un terrain vient disponible, le terrain coûte, je ne sais pas moi, 20, 25 millions. Pensez-vous que les francophones peuvent se permettre de payer 20, 25 millions? Mais on ne veut peut-être pas tout le terrain de 400 acres. On veut peut-être 10 acres de ce terrain-là. Y a-t-il moyen de nous offrir quelque chose de raisonnable? Et puis là, finalement, on pourrait la construire, notre école. Et l'entente stratégique, vous en avez beaucoup entendu parler, cette fameuse entente stratégique pour le PLOE, c'est la fameuse entente stratégique qui va nous permettre, et qu'on a signée, on l'a, je vous dirais, on l'a arraché à Patrimoine canadien avec votre aide. Vous nous avez aidés. On a présenté devant votre comité en 2005, on a représenté une autre fois en 2016, et vous aviez recommandé quelque chose de beaucoup plus que ce sur lequel on s'est entendu avec Patrimoine canadien parce qu'on ne l'aurait pas eu.
Ce qu'on aurait voulu, peut-être davantage, c'est ce que le conseil scolaire de la Saskatchewan vous a présenté. C'est-à-dire que ça soit encadré dans une loi, puis qu'on arrête de se battre fois après fois après fois. Change de gouvernement, on a une entente stratégique. C'est la première, par exemple. On en est fiers. Là. Avec votre aide, on a une entente stratégique sur le déroulement. C'est-à-dire que ça va, si les ministères de l'Éducation, bien entendu, l'acceptent, parce que ça, c'est toujours, oui, on a fait un bon premier pas. Nous, la Fédération nationale des conseils scolaires, avec la Commission nationale des parents francophones, avec la FCFA, on l'a obtenu. Et Patrimoine canadien dit oui, on a besoin de plus de consultations. Oui, on a besoin de plus de reddition de comptes. Puis oui, on a besoin d'une définition claire par rapport aux coûts supplémentaires. Coûts supplémentaires, ça ne veut pas dire payer pour des profs au régulier, c'est comme certains ministères font avec cet argent-là. Donc, il faut l'éclaircir. Je pense qu'on l'a éclairci. Maintenant, est-ce qu'on va l'honorer dans les ministères de l'Éducation à travers le pays? Ça reste à voir. Mais si on ne l'honore pas, on va revenir vous voir pour votre appui encore. Je pourrais continuer parce que j'en ai plusieurs pages, mais je réalise qu'il y a une période de questions aussi, puis ça va me faire plaisir de répondre à des questions. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour vos présentations. Nous allons maintenant effectivement passer à la période des questions, en commençant par la vice-présidente du comité, la sénatrice Poirier. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous d'être ici. J'ai une couple de questions. Il y en a de vous autres qui l'ont mentionné. Comme on sait, vous avez parlé de la feuille de route qui était pour les derniers 5 ans, qui termine le 31 mars 2018. Avec le nouveau plan d'action qui va s'en venir. On a aussi la réponse du gouvernement de notre dernier rapport Horizon 2018 a été un peu décevant pour nous autres. On semble percevoir que le plan d'action de la ministre Joly comme la réponse de tous les problèmes, mais de qu'est-ce que c'est qu'on entend ici, c'est pas nécessairement ça la réponse qu'on reçoit. On ne reçoit pas vraiment de réponse non plus. Vous avez fait des commentaires, je pense que c'était M. Berry, si je ne me trompe pas, que les mêmes recommandations que vous avez faites dans le passé, vous avez parlé de 2011, des différents rapports, sont encore être semblables, les mêmes recommandations qui reviennent toujours que vous attendez des réponses. Il y en a de vous autres qui a mentionné que vous n'avez pas été, puis je pense encore c'est M. Berry, que vous n'avez pas été consulté pour le dernier plan d'action et la feuille de route. Et donc, vous n'avez pas été, si j'ai pu comprendre, consulté de nouveau pour le nouveau qui termine, ou pour lui qui termine le 31 mars 2018. J'aimerais entendre les autres groupes. Est-ce que vous avez été consulté comme la fédération qui représente les 28 districts scolaires? Est-ce que vous avez, les conseils scolaires, est-ce que vous avez été consulté pour la nouvelle plan d'action, la feuille de route? La réponse, je peux la fournir. Moi, je représente l'Ontario. On a 12 conseils de langue française en Ontario. On a au-delà de 105 000 élèves juste en Ontario, francophones, dans nos écoles. Présentement, la consultation, elle ne se fait pas du niveau provincial, ministère de l'Éducation, avec ses conseils scolaires. Il y a de l'argent qui vient pour les francophones, pour certaines choses, mais on n'est pas consulté. C'est pour ça que la Fédération souhaite que ça se fasse à grandeur du pays, que chaque ministère de l'Éducation vienne voir sa communauté francophone. Puis en passant, on est tous des élus, là, nous autres. On a des élections aux 4 ans comme tout le monde, puis on représente les parents qui ont des élèves dans l'école, puis les parents qui n'ont pas d'élèves dans l'école. Donc, ces gens-là payent des taxes à nos conseils scolaires. Important de passer le message que quand le ministère reçoit un montant d'argent pour les langues officielles, puis il doit l'évoluer au conseil scolaire, on aimerait ça être consulté pour savoir où va aller cet argent-là. Puis, il faut penser qu'en Ontario, comme partout au Canada, la majorité anglophone, elle a des cours d'immersion. Ça, c'est pour éduquer, pour donner des cours en français dans une école anglophone. Je veux dire, ils sont majoritaires déjà, donc ils sont en plus grand nombre. Ils ont un poids politique plus grand. Ils peuvent crier plus fort au ministère de l'Éducation, puis aller chercher un peu plus d'argent. Qu'est-ce qui arrive avec la minorité vraiment francophone, avec des écoles francophones, des centres communautaires francophones et tout, des garderies francophones? Comment on fait pour avoir accès à cet argent-là quand on n'a même pas l'écoute du gouvernement? On n'a pas l'oreille du gouvernement provincial sur ça. Puis, des fois, on essaye de trouver où l'argent a été dépensé, puis dans le budget général d'éducation, puis on se trouve avec
des chiffres qu'on ne peut pas justifier. On ne sait pas où c'est allé puis comment c'est allé. Donc, c'est pas commun en Ontario. Puis je pense que c'est la même chose ailleurs. Je vois pas. Donc, on a eu une rencontre l'année dernière où on s'est fait inviter pour des consultations, mais ce n'est pas le CSF qui s'est fait inviter pour les consultations. J'y étais présente, mais parce que le BC School Trustee Association, la présidente m'a dit, bien, ils nous invitent pour des consultations, puis ça aurait de l'allure que ce soit le conseil scolaire francophone qui soit. Donc, j'ai été à la table pour certaines des consultations, mais parce que j'ai été invitée par un organisme provincial. Donc, je n'étais pas invitée par le ministère de l'Éducation. Puis, je voulais aussi dire qu'on a posé des questions sur la transparence sur les paiements, sur les fonds, où était l'argent, parce que, par exemple, on est, pour l'instant, dans la loi, il y a quand même le matching, puis on disait, bon, il faut que vous mettiez le matching. On a posé des questions parce qu'on disait de faire du matching, mais on ne recevait pas nécessairement les fonds du provincial, comme pour les 4 ans. On a 800 000 du PLOE, mais il fallait dire que la province nous donnait 800 000 alors qu'ils ne nous l'ont pas donné. Mais on a posé des questions au mois de juin lors de notre rencontre, puis on nous a dit, oui, on va vous donner une réponse lors de notre prochaine rencontre qui devait avoir lieu au mois de décembre, qui a été annulée, on s'est fait dire que ça va être remis au mois de janvier. On essaie parce qu'on se dit la consultation, la signature va se faire bientôt. Si vous voulez consulter, c'est le temps, il faut nous impliquer. Puis on est rendu au 12 février, puis on n'a toujours pas de date de rencontre avec les représentants du ministère de l'Éducation. Monsieur Paul. Merci pour votre question. C'est une excellente question. Est-ce qu'on a été consulté? On parle des 28 conseils scolaires au pays. On a été consulté par Patrimoine canadien. Mais pour nous autres, Patrimoine canadien, ce n'est pas eux qui comptent le plus. C'est vraiment le ministère de l'Éducation de chaque province et territoire. Ça, c'est de la consultation pour nous autres qui est très, très importante. Parce que les fonds vont à la province, ensuite sont dévolus dépendant des formules. Ce n'est pas partout pareil. Puis je dois vous dire qu'on ne peut pas peinturer d'un coup de pinceau toutes les provinces et tous les territoires de la même façon. Dans certaines provinces, ça va mieux. Et dans d'autres provinces, c'est vraiment absence totale de consultation. À un moment donné, une province en particulier a décidé de lire le plan stratégique du conseil scolaire et ils vont choisir là-dedans ce qu'ils veulent, puis ça, c'est de la consultation. Je vais vous dire qu'on a encore un petit bout de chemin à faire avant de dire qu'on a été consulté. Par contre, dans l'entente stratégique pour laquelle vous nous avez appuyé, comme comité, le comité permanent également, c'est bel et bien mentionné que Patrimoine canadien s'attend à ce que les ministères de l'Éducation consultent les conseils scolaires. Mais ce n'est pas une obligation, c'est un souhait de Patrimoine canadien. Et Patrimoine canadien, d'un autre côté, nous disent, mais s'ils ne vous consultent pas, on va vous consulter. Encore là, ce n'est pas les autres qui comptent le plus dans nos provinces et territoires. Vous avez aussi parlé, je pense presque tous les groupes, si je ne me trompe pas, ont parlé de la feuille de recensement de 2021 qui s'en vient, qui pourrait faire une différence de la manière qu'on évalue combien de francophones qu'il y a au Canada dans chaque territoire. Sur un point 1 à 10, avec le numéro 10 être le plus haut d'importance, où est-ce que tu situerais ça comme un des points qui est vraiment plus important pour la réussite de nos situations minoritaires en français? Bien, si on n'a pas les chiffres, on ne peut pas planifier, on ne peut pas prévoir de programme. On ne sait pas où construire les écoles. C'est vraiment une des choses qui est la plus importante. C'est pour ça qu'on a besoin que ça soit pas juste un petit échantillon, mais que ça soit toute la population qui répond, parce qu'on a des zones quand même fluides. Comme j'ai dit, juste dans ma région, il y a des changements qui sont en train de se faire. Puis s'il y a des écoles qui se bâtissent, bien évidemment, la zone va changer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin que la loi reflète le changement puis qu'elle oblige qu'on ait les chiffres. Parce que si on n'a pas les chiffres, si la loi n'est pas changée puis qu'on n'a pas les chiffres, bien, on peut se dire facilement, on peut se faire dire facilement, bien, vous n'avez pas les chiffres. Puis ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas d'école, les gens vont pas... Moi, j'ai mon ancien patron, son père est francophone. Lui ne parle pas français parce qu'il n'y avait pas d'école francophone. Ses enfants parlent même pas, ils n'ont même pas une oreille francophone.
Donc, si on n'a pas les réponses aux questions, si la loi n'oblige pas le recensement à poser toutes les questions qui vont faire qu'on va identifier les 3 catégories, à ce moment-là, c'est un cercle vicieux. Hein? Je veux dire, si on n'a pas les chiffres, on va se faire assimiler, puis après ça, les gens vont dire, bien, vous êtes fait assimiler. Je te comprends. Je suis une francophone acadienne qui est venue au monde d'un endroit où qu'il n'y avait pas d'école française, que j'étais obligée de faire mes études en anglais. Aujourd'hui, par exemple, dû à des années qui ont passé, il y a une école française là, mais dans mon temps que j'étais à l'école, il n'y avait pas. J'ai fait mes études en anglais dû parce qu'il n'y avait pas. Je comprends entièrement. Ma dernière question, ça a à faire avec le Nouveau-Brunswick. Notre gouvernement, en 2002, qu'on est la seule province officiellement bilingue, a installé une révision de la loi sur les langues officielles à chaque 10 ans. C'est obligatoire et qu'il faut le faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderez qui pourrait faire du bien au niveau fédéral, si on pourrait mettre quelque chose dans la loi qui dise que obligatoire qu'après un certain nombre de temps, que ce soit 5, 7, 10, 15 ans, qu'il y ait une révision de la loi se fasse? Merci, Monsieur le Président. C'est une excellente question. C'est clair qu'aujourd'hui, toute solution est viable. Revoir la loi suivant un certain terme aiderait aussi à se moderniser et à être actualisé. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, quand on parle de moderniser la loi également, il y a un aspect fondamental, comme vous l'entendez ici. On ne peut plus se fier juste sur la bonne foi des gouvernements au niveau provincial. Nous sommes une petite minorité. La représentation effective n'est pas au niveau de la législation ou du Parlement ou même du cabinet. Et donc, du coup, on devient vraiment la fourmi qui est dans le sable. Et donc, ce qu'on propose, essentiellement, notre conseil scolaire vous recommande que la clause 43D, qui existe présentement dans la loi, soit extrapolée pour devenir une section où on pourrait clairement identifier les conseils scolaires comme étant un palier de gouvernement et où l'obligation de consultation serait déjà enchâssée dans la loi et également qu'on puisse également bénéficier d'un certain pouvoir législatif qui obligerait les gouvernements à nous consulter. Je vous remercie. Plusieurs personnes ont demandé la parole. Je vais vous inviter à être succinct dans vos réponses. Je vois le temps filer, puis il y a plusieurs sénateurs qui veulent poser des questions. Je vais essayer d'être très brève, mais quand je me suis mariée, j'ai fait faire un testament. Quand j'ai eu des enfants, on a revisé notre testament. Puis c'est la même chose avec la loi. La loi a été faite en 88 avant que notre conseil scolaire soit fait. C'est le temps que ça commence à être plus que temps que ça soit revisé. Mais je pense qu'il y a quand même un besoin aussi de reviser la loi de façon régulière parce qu'il va y avoir d'autres changements qui vont se faire en attendant. Est-ce que c'était assez bref? Oui, merci beaucoup, Madame Lapierre. Merci. Madame Grimard? Ah, pardon, excusez-moi, Monsieur Paul. Encore plus bref, oui. D'accord. Merci, Et Monsieur Lemay. Oui, juste pour faire du pouce sur la question aussi, chaque fois qu'on planifie une école, demandez à la Colombie-Britannique, demandez en Ontario, on dit en anglais « build it and they will come ». C'est ce qui se passe. On ouvre une école, on a finalement de l'argent pour ouvrir une école, on ouvre une école pour 400 places, on doit la première année, avant l'ouverture d'école, installer 4, 5, 6 portatives. Quand on dit « build it and they will come », c'est vrai. Merci. Pour les francophones, c'est vrai. Merci bien. Sénatrice Gagné. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Puis, moi, j'aimerais vous remercier de vos excellentes présentations et aussi les recommandations que vous nous avez partagées, vous avez communiquées. Je pense que ça va nous aider au niveau de nos délibérations. Puis en plus, bien, c'est très, très bien documenté. Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai œuvré dans le domaine de l'éducation pendant plus de 35 ans. Puis je vous entends parler, puis je dois avouer qu'il y a 30 ans, on parlait pas mal des mêmes choses. Et puis, je trouve ça un petit peu déconcertant, mais ça n'empêche pas que j'espère qu'on sera en mesure quand même de rallier des voix autour de ces questions-là pour que finalement qu'il y ait des gens qui puissent nous entendre.
Dans les recommandations, vous avez fait des recommandations par rapport à toute la question d'aliénation des terrains, les infrastructures, le dénombrement des ayants droit, toute la question d'affectation des fonds, les redditions de comptes, les consultations auprès des conseils scolaires, et aussi entourant toute la question des négociations des protocoles d'entente en éducation. Puis il y a 2 processus au Canada. Il y a toute la négociation au niveau du plan d'action qu'on appelait la feuille de route. Puis il y a toute la négociation entourant le protocole d'entente sur les langues officielles en éducation. C'est 2 processus séparés. Dans le domaine de l'éducation, il faut aussi toujours négocier avec les provinces pour s'assurer qu'ils prennent en compte les besoins des conseils scolaires. Et étant donné l'éducation, c'est de juridiction provinciale, on a ce défi justement des 3 parties qui doivent s'entendre pour des investissements qui nous permettra d'assurer le développement et l'épanouissement des communautés. Quand on revient à la question de la modernisation de la loi sur les langues officielles, à savoir comment elle pourrait jouer concrètement dans le domaine de l'éducation, comment est-ce que vous voyez insérer une nouvelle partie dans la loi spécifique au continuum en éducation? Que ce soit du préscolaire, que ce soit le primaire, secondaire et ensuite le postsecondaire. Et comment vous voyez ça au niveau de la modernisation? Est-ce que vous le voyez inséré dans le cadre de la partie 7? Est-ce que vous voyez une partie spécifique à ça? Et est-ce qu'il devrait y avoir des règlements aussi par rapport à cette partie qui pourrait traiter du continuum en éducation? C'est des recommandations qui nous ont été amenées par d'autres témoins, puis je voulais avoir votre point de vue par rapport à ça. Merci, sénatrice Gagné, pour la question. C'est très clair que la question de la continuité du continuum en éducation, c'est vraiment aujourd'hui le vecteur de croissance et le vecteur de vitalité pour nous. Donc, vous parlez de règlements associés à la loi. Très certainement, un règlement pourrait être changé par les administrateurs. Une législation, ça se change à la Chambre. Et donc, nous mettrons beaucoup plus l'emphase sur la législation elle-même, où on mettrait l'obligation de donner au conseil scolaire de voir dans quelle mesure on peut assurer la vitalité de nos communautés. Et quand on parle de la vitalité de nos communautés, on est très bien placé pour savoir quels sont les moyens pour répondre à nos besoins aujourd'hui et d'être capable de l'opérationnaliser. On n'aurait pas besoin d'un fonctionnaire qui va venir nous dicter un peu comment le faire. Donc, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec ça, mais je pense que la loi serait idéale. Merci. Je pense que les conseils scolaires, par exemple, on est vraiment une partie intégrante qu'il faut qu'ils soient représentés dans la loi quand on parle de consultation ou des choses comme ça, parce que c'est nous qui nous en occupions. C'est bien évident qu'il y a un continuum dans la mesure où si on n'a pas la petite enfance qui est présente, il n'y a pas la francisation qui arrive, donc on arrive à la maternelle, puis le construit identitaire n'est pas encore fait, alors que si les jeunes vont à la garderie puis parlent en français, il y a une identité au niveau de la francophonie. Moi, j'ai commencé à m'impliquer avec le conseil scolaire. Mon garçon avait 2 ans parce que je cherchais une garderie francophone. Je me suis fait recruter par l'AP avant qu'il commence la maternelle. Donc, c'est quelque chose qui dure, mais la construction doit se faire. De la même façon, on perd beaucoup de jeunes au niveau du secondaire parce qu'il n'y a pas de postsecondaire en français. Donc, les jeunes vont au secondaire en anglais en espérant d'avoir un meilleur anglais pour pouvoir mieux faire dans les universités. Fait que c'est bien évident que l'éducation, ça commence, comme pour citer Marie-Pierre, ça commence du berceau jusqu'à la fin, parce qu'il faut vraiment s'en occuper. Puis, je pense qu'il faut que ça soit représenté dans la loi parce que si ma mémoire est bonne, vous avez témoigné en 2005. Puis, vous avez une bonne mémoire. On revient témoigner avec les mêmes choses. Ça fait qu'à un moment donné, je veux dire, je pense qu'il faut que ça soit mis dans la loi pour qu'on voit les changements. Parce que si on se fie au gouvernement ou aux fonctionnaires, ça n'arrive pas. Donc, on a vraiment besoin de moderniser la loi pour
représenter. Est-ce que je peux poser une question vraiment spécifique à M. Paul, étant donné que vous allez probablement vouliez répondre à cette question-là, mais est-ce que la loi doit enchasser les rôles et pouvoirs des commissions scolaires en matière d'éducation? Je vous dirais qu'absolument, ce serait un souhait de notre fédération qu'on enchasse. C'est le droit. Nous, on appelle ça le droit de gestion. Le droit de gestion qui comprend ce qu'on tente de faire, puis en même temps, je veux faire le lien avec votre première question. C'est-à-dire que nous avons besoin dans la loi de se référer à ce qu'on appelle la complétude institutionnelle. Donc finalement, oui, on a fait beaucoup d'avancées au niveau de l'élémentaire puis du secondaire. On commence à percer un petit peu le post-secondaire. Avec les annonces de cette année, la petite enfance, c'est intéressant aussi, mais on est loin d'avoir notre juste part. Justement, on était en conseil d'administration la semaine qui vient de terminer, la semaine passée, et on regardait toutes les ententes bilatérales, fédérales, provinciales en matière de petite enfance, et on a vu qu'il y a très peu de sous pour les francophones dans ces ententes. Mais si on avait dans la loi, à la partie 7, des références aux besoins qu'ont les francophones, à cette complétude institutionnelle, à ce moment-là, quand les gens vont faire des lois, vont donner des subventions, il y aurait des paramètres. Là, il n'y en a pas. Là. Vous avez mentionné la partie 7. Est-ce que vous croyez que ça devrait, au lieu d'être intégré à la partie 7, ça devrait être un article séparé? Oui, j'ai mentionné la partie 7. Je voulais mentionner que ça devrait être à part entière, parce que quand on parle de prendre des mesures positives, mais ces mesures positives en matière d'éducation, c'est extrêmement important d'avoir plus que du libellé, mais des orientations, parce que la loi va faire en sorte que lorsqu'un nouveau gouvernement arrive, il ne peut pas faire à son gré. C'est déjà enchâssé. Puis c'est une occasion en or de le faire, oui, effectivement. Il faut le faire peut-être à chaque 5 ans, chaque 10 ans, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffre comme tel, mais il faut le faire régulièrement. Puis si on l'avait fait dans le passé, les francophones, on a progressé depuis plusieurs mois. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le commentaire qu'on n'a pas fait des gains. On a fait beaucoup de gains. On n'avait pas de conseil scolaire. Là, on a une entente stratégique qu'on appelle historique, grâce à vous et au comité permanent. C'est pas assez loin, mais ça progresse. M. Ouellette. Madame Gagné, je pense que le mot qu'on entend, là, puis c'est un mot qui est assez fort, c'est l'enchâssement dans la loi. Vous avez parlé de règlement. Un règlement, c'est pas très utile si le gouvernement ne l'adopte pas. L'autre chose, c'est que j'espère que vous n'étiez pas trop satisfait de la réponse qu'on a reçue de votre rapport. Nous, on ne l'était pas. On a trouvé ça un peu vague comme réponse. Puis un exemple de règlement qui fonctionne plus ou moins bien, ou pas du tout, d'après moi, l'histoire de l'alignation de l'immobilier. Vous avez vu ce qu'ils ont répondu, c'est que ça nous donne l'occasion de faire un rappel. Bien, chez nous, le rappel, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est pas comme ça qu'on va l'avoir. Il faut aller direct. Puis je pense dans nos mémoires, celui qu'on a soumis, il y en a 3 propositions. Celui qu'Alpha a proposé, il y en a 1. Je pense que ça, c'est des bonnes pistes de départ. Et puis, c'est là qu'il faut frapper parce que sinon, là, on est à la merci de tous et chacun, puis on n'ira pas loin avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, sénatrice Gagné. Sénateur McIntyre. Merci, Monsieur le Président. Décidément, vos organismes représentent les conseils scolaires francophones qui œuvrent à l'extérieur du Québec et puis jouent un rôle clé dans le domaine de l'éducation. Et merci pour vos présentations. 3 thèmes font régulièrement surface devant les audiences publiques du comité.
Et d'ailleurs, vous en avez fait mention, soit le protocole d'entente, le prochain plan d'action et la reddition de comptes en éducation. Les problèmes de reddition de comptes sont un thème récurrent. Alors, ma question est la suivante. De quelle façon la loi sur les langues officielles doit-elle être modernisée pour régler ces problèmes? Monsieur Paul, ou Monsieur Berry? Tu veux commencer? Merci, sénateur McIntyre. Ce qu'on propose, si vous regardez le projet législatif qu'on vous recommande, on recommande qu'il y ait une instance indépendante qui s'en occupe. Nous avons utilisé le mot ministère sans identifier spécifiquement que ce soit patrimoine ou pas. Pour nous, qui va s'en occuper, ce n'est pas vraiment l'objet. C'est vraiment d'avoir cette force de loi qui dit qu'il y aura une instance qui aura le pouvoir de le faire sans pour autant être obligé d'être influencé de part et d'autre. Alors que ce soit un tribunal administratif, que ce soit patrimoine, que ce soit le Conseil du Trésor, je pense que pour nous, ça nous importe peu, mais on aimerait pouvoir avoir quelque part où aller et dire, bon, ben, regardez, là, on a enfreint la loi et pouvez-vous vous en charger et puis vous assurer que la loi, elle est appliquée de façon effective. Ce qu'Alpha disait, je pense qu'on a besoin d'un chien de garde, mais un chien de garde avec du mordant. Dans la mesure où si on va quelque part, puis on dit il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme il faut, mais qui n'a pas de conséquences, qui n'a pas d'obligation à suivre, puis c'est pour ça qu'on demande justement les changements de la loi. Moi, je travaille au niveau fédéral depuis 23 ans. J'espère qu'il n'y a personne qui écoute ce que je vais en train de dire. Mais je sais que les directives que je reçois qui sont basées dans la loi sont suivies de beaucoup plus proche que quand c'est des règlements, des directives administratives, quand ça devient des guidelines. C'est rendu, bien ça, c'est un nice to have, là, mais pas plus que ça. Ça fait que je pense que c'est pour ça qu'on se bat, pour que ça soit dans la loi, pour que, justement, il y ait des conséquences puis qu'il y ait des obligations. Je vais passer à ma deuxième question. Voici, c'est que, tel que le mentionnait M. Roger Paul, vos organismes ont obtenu toute une victoire, hein? Celle de l'entente stratégique en matière d'éducation. Maintenant, il faut passer à la prochaine étape. Et je pense que la prochaine étape, c'est le protocole d'entente en éducation, qui, espérons-le, sera conclu entre le gouvernement fédéral et le Conseil des ministres de l'Éducation Canada. Pensez-vous que ce protocole d'entente verra le jour? Et croyez-vous que le gouvernement du Canada sera en mesure d'inciter le Conseil à prendre en considération les priorités stratégiques identifiées dans l'entente lors de la négociation du prochain protocole d'entente en éducation? Oui. C'est une bonne question. C'est une question à 10 000 celle-là. Là. Et 10 millions. Merci, monsieur. Disons que je voulais répondre de la façon suivante. C'est que si le gouvernement fédéral, si Patrimoine canadien qui pilote ce dossier-là échoue, c'est ça que c'est finalement. Hein? Parce que si Patrimoine canadien ne réussit pas à convaincre le CMEC de la valeur d'un tel protocole, ça veut dire que le gouvernement a échoué. Parce que le protocole d'entente, il est entre Patrimoine canadien, la Fédération nationale des conseils scolaires, la Fédération de toutes les communautés francophones et acadiennes, la Commission nationale des parents francophones. Donc, on s'est dit, on a besoin de plus de consultations encadrées. On a besoin d'une définition sur ce que ça veut dire, les coûts supplémentaires, puis arrêter de dépenser de l'argent dans des coûts obligatoires, récurrents. Puis, troisièmement, on a besoin de plus de reddition de comptes. Bon, si... est-ce qu'on s'attend à ce que tous les ministères de l'Éducation signent ce protocole d'entente? Ce serait souhaitable. Ce serait un de nos plus grands rêves.
Est-ce qu'on est réaliste? Oui. Mais c'est beaucoup plus important de savoir ou de se demander qu'est-ce que Patrimoine canadien va faire si jamais les ministères de l'Éducation ne signent pas cette entente-là. Qu'est-ce que le Patrimoine canadien va faire si, province par province, les conseils scolaires vont voir leur ministère de l'Éducation respectif, puis leur disent, voici, il y a un protocole d'entente, c'est ce que Patrimoine vous demande de faire, pourquoi vous ne le faites pas? Puis là, vous allez vous retrouver avec quoi? Bien, c'est l'histoire qui va se répéter. Hein, c'est déjà parti, là. Il va y avoir plein de codes courts partout parce que Patrimoine le dit que ça devrait se fonctionner comme ça. Puis la province dit non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Puis là, bien, ils vont se lancer la balle en disant, bon, bien, l'éducation, Patrimoine va nous dire, l'éducation, c'est de compétences provinciales et territoriales. Nous, on va leur dire, mais non, c'est votre argent, c'est l'argent du peuple. Quand vous donnez de l'argent, il faut qu'il y ait de la reddition de comptes, il faut qu'il y ait de la consultation, il faut que ça soit clair où, comment va être dépensé cet argent-là. On est rendu jusqu'à... on a une entente stratégique. Ça, là, cette entente stratégique, je ne peux pas vous dire jusqu'à quel point ça nous a fait plaisir. Qui décide de ne pas la respecter pour une raison ou pour une autre. On a un document signé par Patrimoine canadien qui dicte finalement, voici les règles du jeu. Maintenant, est-ce qu'ils vont les accepter? C'est sûr que ça va être de la négociation. Mais la prochaine ronde, elle va être difficile, là. Elle va être très difficile. C'est pour ça que je suis conscient qu'on passe devant vous, on comparaît devant vous aujourd'hui, mais on vous lève un drapeau. On va avoir besoin d'aide de toute la communauté là, dans la prochaine étape. Puis M. Trudeau nous a dit, ou a dit, que ça va être à peu près au mois d'avril-mai que ça va être signé. Ensuite, les consultations devraient commencer. Consultations entre qui? Faire attention, là, entre Patrimoine et les conseils scolaires. Mais ce n'est pas celle-là qui nous intéresse. C'est les consultations entre les ministères de l'Éducation et nos conseils scolaires. Et donc, là, on va l'avoir noir sur blanc. Et puis, il a promis, M. Trudeau, vous étiez là, vous avez entendu, quand il a répondu à un parent en Colombie-Britannique la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, ou la semaine d'avant, le parent, un parent francophone de Nanaimo, je pense, qui a demandé, qu'est-ce que vous allez faire, M. Trudeau? J'ai un enfant, nos enfants passent à travers l'école élémentaire, ça va? Jusqu'à un certain point, dépendant des endroits où on se trouve. Mais aussitôt qu'elle arrive au secondaire, elle peut suivre 2 cours sur 8 seulement. Puis M. Trudeau de répondre en français, vous allez voir dans la prochaine, dans le prochain plan d'action, la prochaine feuille de route, le gouvernement précédent n'a pas injecté, n'a pas augmenté ces fonds-là. Vous allez voir. Bien, on a hâte de le voir, nous autres aussi, mais quand même, quand un premier ministre mentionne de telles choses, ça nous donne de l'espoir, mais on n'est pas naïf non plus. Là. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis pour répondre à votre question, c'est pas un protocole d'entente dont on a besoin. Vous vous souvenez quand on est venu vous voir, vous nous avez appuyé pour une entente tripartite, c'est-à-dire le CMEC, Patrimoine canadien et les conseils scolaires. On ne l'a pas eu. On a cédé, au moins afin d'obtenir un protocole d'entente, une entente stratégique plutôt. Mais on espère que les gens vont faire preuve de bonne foi. On a cédé, mais juste pour revenir, on revient comment? Par vous, là, par rapport à la loi sur les langues officielles, pour la prochaine ronde. Mais espérons une volonté politique. Madame Lapierre, on se le souhaite tous. Pour lequel on demande un changement à la loi, c'est justement qu'on ne veut pas se fier justement à la volonté politique parce que ça change dépendant du nombre de votes. Puis on s'entend que les francophones dans les milieux minoritaires, nous autres minoritaires, ce n'est pas nous autres qui avons le plus de votes. Donc on a besoin d'être protégés par la loi pour s'assurer que nos droits sont respectés. C'est des droits constitutionnels qu'on a, puis il faut que ça soit respecté. Puis moi, je ne veux pas, puis je m'excuse, je vais parler pour moi à ce moment-là, mais moi, je ne veux pas me fier au bon désir de ce que le politicien qui est en charge présentement va dire.
puis, on sait que des fois, des promesses, ça change aussi, là, tandis que si c'est dans la loi, c'est beaucoup plus difficile. On le voit, le nombre de consultations que vous devez faire pour ça. Donc, je préférerais, moi, que ce soit dans la loi pour être sûr que mes enfants, mes petits-enfants vont être protégés. Merci, merci, sénateur McIntyre. Sénateur Maltais. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être ici, Mesdames, Messieurs. Vous avez la quadrature du cercle. D'un côté, vous travaillez avec la Charte canadienne, qui vous donne des droits spécifiques. De l'autre côté, la Constitution vous dit que vous n'avez pas le droit de faire ça. En ce sens que l'article 96 définit les pouvoirs des provinces. Et là, vous ne pouvez pas intervenir. Il n'y a pas de volonté politique dans chacune de vos provinces, je suis obligé de vous le dire, qu'il vous n'en déplaise. Il n'y en a pas plus au fédéral non plus, qu'il n'en déplaise. Mais il faut trouver une solution. Et je vous regarde, Mme Lapierre, et il y a peut-être un an et demi, à la place de M. Barry, c'était les gens de Langue Canada. Je vous assure qu'ils n'ont pas trouvé drôle. Et ils nous ont laissé entendre que pour la Rose des Vins, il y avait une possibilité. Donc, ils nous ont menti en pleine face. Comment voulez-vous faire confiance à des pareilles personnes? Aucune confiance. Ils ne sont pas allés à Rose des Vents. Moi, je peux aller, vous en souvenir. J'ai vu jouer des petits-enfants de garderie sur l'asphalte, sur le béton. Et j'ai dit que la seule chose que j'avais vue là-bas, la seule rose, c'était dans le cœur des enfants, pas dans le cœur de l'école. Je suis extrêmement déçu que la politique ne vous aide pas plus que ça. Vous avez parlé, M. Barry, de règlement, de cadre législatif à l'intérieur de la révision de la loi. Nous, on ne peut pas le faire. On peut faire la recommandation qu'on veut, mais c'est à la Chambre des communes que ça se vote les lois. Moi, je vous dis la vérité, là, je ne vous mets pas de paravent, je ne mets pas mes lunettes de soleil, c'est mes vraies lunettes. Et c'est là qu'il faut que vous tapez sur le clou. Vous avez des députés qui vous parlent en anglais, en chinois, en arabe, n'importe quelle langue. Il faut que vous lui plantez le clou sur la tête. À chaque jour, s'il le faut. Vous avez un instrument chez vous, il n'est pas formé, mais qui coûte cher aux contribuables. Radio-Canada. Mettez-les dans le coup si vous êtes capable. Moi, je ne suis pas capable, ils ne m'écoutent plus. Parce que je trouve qu'ils font la plus mauvaise des jobs, puis ils vont chercher une partie de l'argent de Patrimoine Canada. Vous savez, Patrimoine Canada, c'est très gros, même avec la meilleure volonté du meilleur ministre. La langue française et l'éducation passent après Parc Canada, après le Conseil des arts, après CBC, après Radio-Canada, après les imprimeries. Vous êtes les derniers de la liste. Je vous le dis, là, c'est la réalité. Quand à peine on dépense 50, 60 millions pour les écoles françaises en dehors du Québec, c'est une farce. Alors qu'au Québec, on dépense 1,5 milliard pour nos anglophones. La preuve, on en a un bon ici, il est leader du Sénat. Et on dépense de l'argent. Eux, ils n'ont pas de volonté politique, autant municipale. À part vous autres, là, les conseils scolaires, il n'y a personne d'autre qui a une volonté politique. Vous êtes devant un mur. Le mur, pour le franchir, c'est la Chambre des communes. Moi, je pense qu'on a beau faire les plans d'action qu'on voudra essayer de présenter, les modifications qu'on voudra dans la révision de la loi, M. le Président, zéro une barre. Moi, je pense que c'est au comité des langues de la Chambre des communes et sur chacun de vos députés. Et ceux qui n'agissent pas, bien, grand Dieu, essayez de les dénoncer. Si vous pouvez avoir une petite couverture. Il y a des campagnes électorales qui s'en viennent en Ontario. Ontario, ça va relativement bien. Mais en Saskatchewan, ça n'a pas l'air très, très fort. En Colombie-Britannique, ça avance à la vitesse d'une tortue, mais c'est de reculons. Alors, moi, je vous dis la vérité, telle que je la vois après avoir parcouru de l'île du Prince-Édouard à l'île de Vancouver. Et c'est toujours les mêmes questions. Quand vous changez de province, là, demain, on va recevoir, je ne sais pas qui, l'île du Prince-Édouard, il va arriver avec la même liste, les mêmes affaires.
L'immigration, la formule du recensement, les biens mobiliers, les ententes stratégiques. C'est toujours ça. Mais nous, là, comme sénateurs, là, on n'a pas le poids de faire changer un iota. On va forcer, on va défendre, mais ce n'est pas nous qui allons le changer, c'est l'autre chambre. Et l'autre chambre, là, il faut que vous la brassiez assez fort. Il doit y avoir des ministres francophones qui sont dans les provinces de l'Ouest et de la Colombie-Britannique. C'est eux que vous allez vous atteler. Voilà mes commentaires. Merci. Mention. Oh, pardon, oui, Madame Lapierre. Oui, c'est ça, Oui, j'allais allez-y, juste oui, réagir. oui, C'était excusez-moi. pas une question, mais je vais réagir dans la mesure où c'est bien évident. Moi, je suis originaire du Québec. J'ai vécu 7 ans dans les Maritimes avant de m'en aller pour 6 mois en Colombie-Britannique il y a 20 ans. Fait que je suis capable de faire des budgets quand même, mais c'est une façon de compter. C'est bien évident, on est ici pour aller chercher votre rapport. On travaille avec nos députés pour aller chercher leur rapport. On va rencontrer justement les membres du comité permanent le 28. Donc, on travaille sur beaucoup de fronts, mais c'est bien évident que plus on est capable d'encourager, plus on est capable d'aider à comprendre, plus on est capable d'éduquer les gens à comprendre notre réalité, mieux, plus il y a de support, puis plus à ce moment-là, il y a des chances que ça change. Fait que, j'en suis bien contente. Sans équivoque. On est très fiers de vous. Le rapport que vous avez fait, il ne faut pas se leurrer, ça a fait de la vague. Ça a fait de la vague. Merci. Monsieur Paul. Je vous dirais qu'il faut travailler avec les deux. Et c'est ce qu'on fait. Et quelques petits faits à se rappeler dans l'espace d'un an. Moi, j'ai comparu à quelques reprises devant votre comité. J'ai comparu encore plus souvent devant le comité permanent au nom de la Fédération. Et je me souviens que c'était très difficile il y a quelques années. C'était très difficile. On avançait, pour utiliser votre expression, à pas de tortue. On ne reculait pas à pas de tortue, mais on avançait à pas de tortue. Et je vous dirais qu'on a parlé de 2006. Vous avez sorti un rapport en 2006 par rapport en ce qui a trait au PLOE. Ça n'a pas été trop loin. On le sait, mais par contre, nous, on s'en est servi ensuite 10 ans après pour dire, et comme on vous a mentionné, et merci de votre rapport de 2006. Maintenant, en 2016, c'est justement, on sait que les lois sont faites par le Parlement, comme ça devrait, mais en même temps, il faut se fier faut aller chercher l'appui de tous nos alliés. Puis, on était agréablement surpris. Parce que si on l'a obtenu, le PLOE, l'entente stratégique, là, je donne beaucoup, beaucoup de crédit au comité permanent. On a des gens qu'on connaît très bien sur le comité permanent, qui ont à cœur l'éducation en langue française. Puis on a des bonnes personnes, puis finalement, je n'ai jamais vu, je ne l'ai pas vu, je ne l'avais pas vu dans le passé, à quel point il y a il y a un consensus en ce qui a trait à l'éducation en langue française, en contexte minoritaire. Ils ont sorti, et dans leur rapport, la recommandation 8, hop là, tu fais une recommandation comme ça à ton Parlement. Je vous le dis, on ne voulait pas nous la donner, cette entente stratégique. Mais on l'a eu grâce à vous, grâce à eux. Et l'autre exemple, le recensement. Recensement, on ne voulait pas élaborer des questions supplémentaires dans le cadre du prochain recensement. Tout d'un coup, il passe, je parle de M. Corbeil, le statisticien en chef à StatsCan, qui se fait dire pourquoi vous ne pouvez pas. Ah, mais c'est bien trop difficile, ça va fausser les données. Puis là, ils ont obtenu, j'ai écouté toutes les délibérations, ils ont obtenu de la part de Statistique Canada la mise sur pied d'un comité. Ah, ils ne voulaient pas mettre l'éducation sur ce comité-là, absolument pas. Pourquoi l'éducation? C'est juste un autre joueur parmi tant d'autres. Là, on a un joueur de l'éducation. Ils ont eu leur première réunion. Et je vous dis que je pense que ça s'en vient, cela. Puis je pense que je ne serais pas surpris de voir, comme l'a demandé le président du comité permanent, de voir des échantillons de questions additionnelles
pour la fin mars. Bien, on n'a pas gagné, là, mais ça s'en vient. Moi, j'ai bon espoir que ça s'en vient, puis je pense pas que c'est futile de passer devant vous, puis c'est pas futile de passer devant le comité permanent. Puis c'est sûr qu'il faut continuer à travailler nos contacts, il faut continuer à travailler les ministres puis les députés. Pas que c'est pas futile de venir ici, là, ni à la Chambre des communes. Ici, vous avez notre support à 200 %. Mais c'est le vrai pouvoir de changement législatif, Oui. c'est à la Chambre des communes. Tout à fait. Puis ce qu'on vous présente ici, on va le représenter là-bas. Merci beaucoup. Sénatrice Mention. Juste pour peut-être faire un petit aperçu parce qu'on a quand même été là, dans plusieurs rencontres et tout ça, et les points qui reviennent, comme mentionnaient mes autres collègues, l'immigration, le recensement, les biens excédentaires du gouvernement fédéral, la petite enfance et tout ça. Puis là, il y en a quelques-uns d'entre vous qui avaient mentionné, puis je l'ai pris en note, dans la modernisation de la loi, vous cherchez à faire enchasser le droit de gestion des conseils scolaires. Je trouve l'idée intéressante, c'est la première fois que je l'entends. Mais c'est surtout le côté enchâssement. Là, j'aimerais ça que vous me donniez vos commentaires sur le réalisme d'une telle demande à l'intérieur de la modernisation de la loi. Bien, Je peux vous en donner une courte. Si on ne demande pas pour la Lune, on n'aura jamais les étoiles. c'est ça. Mais je voulais juste dire aussi, c'est toute la question de... On ne veut pas être défaitiste. On veut y croire. Ça nous tient à cœur, notre langue et notre culture. Et on veut s'assurer que on fasse la part des choses. Et il faut penser parfois en dehors de la boîte. Et je pense que, comme j'ai dit, c'est de façon très humble qu'on vous propose cette modification qui viendrait quand même donner un certain pouvoir. Quand on commence à rentrer dans les règlements et à donner un certain privilège à un administrateur, aussitôt qu'il change, bien, la chose change. Et comme Marc-André le dit, si on ne demande pas, on ne va pas l'avoir. Et je pense que c'est très réaliste. Et on comprend très bien que vous avez ce pouvoir d'influence et de recommandation. Et on travaillera avec vous et on travaillera de l'autre côté aussi. On y croit et on ne lâchera pas. Je vais vous donner un exemple de votre question. En Ontario, le gouvernement de l'Ontario a décidé que les négociations avec ses enseignants au niveau provincial se feraient à travers les conseils scolaires. Il a décidé de mettre le nom de l'association dans la loi qui dit que quand il va y avoir des négociations avec les enseignants des conseils scolaires respectifs francophones, c'est l'association francophone qui va le faire. C'est enchâssé dans la loi. Ils nous ont donné les budgets pour le faire, puis il y a eu des économies à grandeur, ça n'a pas de sens. Donc, le nom de l'association est enchâssé dans la loi provinciale pour les négociations avec ses enseignants. C'est un exemple banal, mais là, ça fait qu'on fait ça depuis 3-4 ans. On négocie pour les 12 conseils de langue française, donc il y a parité. Là, nos enseignants qui sont dans nos écoles, ils ont parité avec les enseignants anglophones, ils font le même travail, excepté le font en français. Donc, c'est les conseils scolaires qui délèguent l'association pour faire ça. Nous autres, on pense qu'en le faisant de cette façon-là, le gouvernement peut changer, là. La loi était bien inscrite, puis c'est de cette façon-là que les conseils scolaires réussissent à avoir une négociation qui est provinciale, puis il n'y a plus de disparité d'une région à l'autre. OK, mais je le comprends au niveau provincial. Oui. J'ai de la difficulté à le comprendre au niveau fédéral. Fait que c'est là quelle est ma question. Mais je le comprends très, très bien au niveau provincial. L'autre exemple, je peux vous donner. Le gouvernement fédéral a signé des ententes provinciales pour la petite enfance. Dans le cas de l'Ontario, 435 millions. Oui. C'est signé, on l'a. 145 millions par année pour les 3 prochaines années. Est-ce qu'il y a un facteur francophone dans ces 145 millions-là? Non. Il n'y en a pas. Donc, mes conseils scolaires en Ontario, je vous donne l'exemple d'Ontario parce que ils sont obligés de retourner au ministère et dire, nous autres, là, la survie de nos écoles dépend des garderies qu'il va y avoir dans ces écoles-là.
Puis on l'a prouvé à maintes reprises. Des écoles avec 45 élèves, on ouvre une garderie. 5 ans plus tard, 185 élèves. Les parents, ils veulent ça. Je vais à des réunions de parents, on me dit, quand vous ouvrez une garderie dans mon école, c'est la première question. Ce n'est pas les résultats scolaires, ce n'est pas la diplomation, c'est rien de ça. Mais ça fait que s'il n'y a pas un facteur francophone qui est inclus dans ce qu'ils font au fédéral, que ce soit pour la petite enfance ou pour l'éducation en général, on va se battre contre notre gouvernement provincial pour aller faire respecter ça. Puis il faut reprendre les armes pour se rendre au provincial pour dire, bien, c'est pour l'éducation, mais on devrait en avoir une part. Mais quelle part c'est? C'est comment tu es capable d'aller chercher avec ton provincial. Si au fédéral, on avait un compte rendu à la fin de l'année, puis dirait, on vous a donné de l'argent pour les langues officielles. Où c'est allé? Combien? Puis avec le nombre d'enfants que vous avez ou d'élèves que vous avez, comment vous avez justifié dépenser ces argents-là? Certaines provinces le font bien. Je n'ai pas trop à me plaindre en Ontario. Ce n'est pas le cas partout à travers le pays parce que je deal avec tous mes conseils, mes 28 conseils. Oui. Juste pour dire, ce qu'on vous amène, ce qu'on vous propose, c'est des outils. Je veux dire, on sait que vous nous supportez, on sait que vous avez les connaissances que vous êtes là pour nous, mais on essaie de vous apporter des outils. La raison pour laquelle il faut que ça soit au fédéral, c'est que l'argent, on reçoit des fonds du fédéral pour nous aider. Quand ça arrive, ça ne nous est pas envoyé directement, ça est envoyé au provincial. Puis à ce moment-là, on ne sait pas c'est où que ça va l'argent. On n'a pas d'idée d'où l'argent se va. On n'a pas les fonds qui nous reviennent pour nous dire, bon, bien, vous avez tant d'argent, par exemple, par rapport à l'immersion. C'est une des raisons pour lesquelles on dit, à un moment donné, il faut quasiment séparer l'immersion et la langue première et la langue minoritaire puis la langue seconde. Parce que l'argent, une fois qu'elle est associée, elle arrive au provincial, on n'est plus capable de la suivre ou c'est très, très difficile de la suivre. Je comprends ça. Puis, à ce moment-là, la difficulté qu'il y a, c'est que si on se fie à la bonne volonté provinciale, étant donné qu'en Colombie-Britannique, par exemple, on est la seule province, je pense qu'on n'a pas une entente francophone avec le services en français. Oui, pour les services en français. Donc, pour moi, ça me rend un petit peu nerveuse. Je sais qu'il y a, par exemple, à un moment donné qu'on parlait avec les gens de Patrimoine Canada, on parlait à un moment donné de 40-60, bien, c'était supposé être 40 pour la langue seconde, 60 pour la langue minoritaire, puis nous autres, c'est le contraire. L'argent va plus à l'immersion qu'à notre conseil scolaire. C'est pour ça que c'est important que ça soit dans la loi, pour que les gens, c'est pas quelque chose qui est bien à avoir ou quoi que ce soit, mais que c'est clair pour tout le monde que c'est là pour les fonds supplémentaires, les fonds complémentaires pour les langues minoritaires. Je vais allonger ma réponse juste un petit peu parce que vous m'avez vraiment chatouillé. Oui, mais c'était l'objectif un peu de la question. C'était l'objectif, réussi. Alors, vous savez, il ne faut pas se décourager, puis il faut foncer. Dans notre cas, c'est une question de survie. On comprend. Pour moi, pour ma famille, là, moi, ça fait 40 ans que je me bats au niveau communautaire, 22 ans au conseil scolaire. Je suis là depuis le début. On a créé le conseil scolaire. Et puis, je ne peux pas arrêter parce qu'on a fait du progrès. Comme Roger l'a dit, on en a fait du progrès. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et j'aimerais ça que mes petits-enfants puissent profiter de cette chose, qu'ils n'aient pas besoin de se battre tout le temps. Comment qu'on en mettrait une des choses qu'on a dans la loi, là? Ils n'auront pas à se battre pour parce que la loi va demander que. Mais je suis consciente de ça. La partie que je trouve qui est peut-être difficile, disons, à concevoir, parce que c'était comme ça que la question, c'est ce que je voulais savoir. Comment est-ce qu'une loi fédérale va vouloir donner des pouvoirs à des conseils scolaires, à une loi fédérale, qui vont avoir des pouvoirs supérieurs à ceux de la province lorsque la compétence de l'éducation, par exemple, appartient à la province. Parce que ce que vous demandez à l'intérieur de la loi, c'est que les conseils scolaires soient identifiés comme étant le palier entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Là, c'est un peu ce que vous demandez qui se passe. Et c'est pour ça que je vous demande d'expliquer
le réalisme de cet enchâssement-là. Je comprends pourquoi vous voulez l'avoir, mais c'est le réalisme qui est associé à une telle chose. Surtout quand vous regardez une fédération, le fédéral, par rapport à ses provinces. Mais je comprends très bien l'importance de la reddition de comptes, les fonds qui vous sont dédiés, qui sont détournés ailleurs, l'importance d'avoir toutes ces choses-là à l'intérieur de la loi. Fait que, puis, comment on compte nos minorités, comment on devient plus inclusif et tout ça. Celle-là, comme je vous disais, c'était la première fois que je l'entendais et c'était, par exemple, vos arguments par rapport au réalisme de cet effet-là à l'intérieur d'une loi fédérale. Bien, le gouvernement fédéral a le pouvoir de dépenser l'argent qu'il nous donne. Ça, c'est clair et net. Nous, on est les intervenants qui sont peut-être le plus près du terrain. Oui. OK? Puis là, tout le monde, je ne dis pas que les provinces n'ont pas des connaissances, mais par contre, en langue minoritaire, c'est effectivement, c'est nous qui gagnons. Alors, on ne veut pas nécessairement qu'on nous mette entre, mais au moins qu'on ait un mot à dire. Parce que eux, puis là, je vais donner un exemple en Colombie-Britannique, s'il n'y avait pas de fonds fédéraux, il n'y aurait aucun service pour les francophones. On n'existe pas. Là, je vais prendre comme M. Medtil, c'est 0 une barre. C'est comme ça, c'est clair. Alors, il faut absolument qu'on nous donne une voix et que cette voix-là puisse se faire entendre. Vous avez le pouvoir de dépenser de l'argent et qui finalement devrait être pour nous. Là. Mais en faisant ça, vous devriez être capable de dire, est-ce que vous les avez consultés? Vous avez la liste, vous savez exactement de quoi je parle. Oui. Vous avez ce pouvoir-là. On vous demande juste d'être sûr qu'il est placé à une place où il y a du mordant, que Mme Lapierre a dit tantôt. Mais c'est ça qu'on demande. Parce que là, ça va à tout vent. Vous avez vu la réponse du gouvernement. Ah, ça va bien, ça va tout être dans la feuille de route. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qui va se passer. Puis on a parlé longuement des bureaucrates, là, ça aussi, ça va à tout vent. Donc, on aimerait ça, à un moment donné, qu'il y ait un poids qui nous retienne à quelque part, puis on va dire, bon, au moins, on a ça, cet acquis-là, et puis on va continuer à se battre, on ne lâchera pas. Là. Non, puis il faut pas arrêter. Mais ce que je veux avoir comme, c'est où exactement, puis c'est quoi? Fait que vous venez de me dire c'est quoi, maintenant, c'est où, là, à l'intérieur de la loi, où ça peut venir se glisser pour que, justement, tous ces droits-là puissent continuer ou puissent même pas continuer, mais puissent commencer à être respectés à partir de la journée 1. Là. Dans le mémoire de mon copain, c'est assez précis. Effectivement, M. le Président, oui. Oui, effectivement. Alors, nous, on parle de la clause 43 D. Et on parle aussi, par rapport au réalisme, comme vous le dites, on existe grâce aux droits constitutionnels qu'on détient comme minorité. Oui. Et quand on parle de droits constitutionnels, je pense que le gardien de la Constitution, c'est le gouvernement fédéral. Oui. Et on se dit, quand des montants d'argent du contribuable sont investis dans les communautés minoritaires pour leur garantir une certaine vitalité par rapport à la dualité linguistique, et c'est partant de ce fait-là qu'on se dit, ben, si l'argent est destiné pour la question de la vitalité, qui prend des mesures un peu spéciales, qui ne sont pas dans la loi scolaire provinciale pour le dépenser, ben écoutez, que le fédéral ait au moins ce droit de regard et de dire non, tu ne prends pas les décisions de qu'est-ce qui est bien pour la minorité quand la minorité a des droits linguistiques et quand la minorité a un conseil scolaire qui agit comme un gouvernement et qui a également un droit de regard sur tout ce qui touche l'aspect langue et culture. Alors, moi, je pense que là où, je ne devrais pas dire frustration, mais là où on n'arrive pas à pouvoir avaler la pilule, si je vous donne un exemple très concret pour que vous puissiez apprécier de quoi je parle. On nous dit, OK, ben, les élèves
les enfants qui quittent la petite enfance, 90% de ces jeunes-là doivent être prêts à commencer la première année au primaire. Bon, vous regardez vos chiffres, vous êtes très loin de la cible qui a été établie par la province. Quel outil on utilise pour évaluer ça? C'est un outil qui est un peu genre, qui mesure un peu le développement global de l'enfant, mais qui ne prend pas en compte l'aspect linguistique. Alors, si on avait comme conseil scolaire l'opportunité de dire, bon, mais écoute, on comprend que vous avez créé le gâteau là, mais la cerise qui est l'aspect linguistique, nous, on va la créer avec l'argent qui vient du fédéral. Alors, qu'on nous donne cette chance-là de pouvoir dire, ben, écoute, voici notre besoin, et quand on a ce droit de dire notre besoin, ça devient une valeur ajoutée pour tout le monde. Mais non, ben, vous n'avez pas besoin de la cerise sur le gâteau, ben, ça va être comme ça, puis on va avancer. Mais comme parent, comment moi je peux être certain que mon enfant qui quitte la prématernelle, la maternelle, puis qui doit arriver en première année, a le niveau de vocabulaire qu'il faut avoir à son âge, peut s'exprimer de la façon qu'il devrait s'exprimer en langue première, eu égard de l'environnement assez propice pour l'assimilation, mais c'est là où le bas blesse. Et donc, le réalisme, moi, je dis, part du fait qu'on nous a donné des droits constitutionnels, des obligations, des rôles et des responsabilités, et on veut juste s'acquitter de ce rôle et responsabilités-là, sans pour autant devoir toujours aller frapper à la porte des tribunaux ou devoir appeler toujours puis avoir des conversations pas trop amicales avec le fonctionnaire du ministère. L'autre exemple qu'on n'a pas touché du tout dans toutes nos présentations, c'est que certains gouvernements provinciaux qui sont allés de l'avant, je prends l'île du Prince-Édouard, je prends la Nouvelle-Écosse, qui ont aboli des conseils de langue anglaise. On se pose la question, pourquoi n'ont-ils pas aboli les conseils de langue française? Parce qu'on est protégé par la Constitution qui vient du fédéral qui dit que gouvernance doit se faire par et pour les francophones. Déjà, on a un pied dans la porte. L'île du Prince-Édouard a tout aboli ses conseils de langue anglaise. Il n'y en a pas. Il reste un conseil de langue française à l'île du Prince-Édouard à cause de ce point-là. Donc, si le fédéral nous aide à maintenir en vie nos conseils de langue française, de cette façon-là, il peut certainement nous appuyer dans le restant où on peut avoir des fonds fédéraux pour aider nos gouvernements provinciaux à maintenir en vie ces conseils de langue française. C'est important. En Ontario, ça fait 20 ans qu'on a nos conseils scolaires cette année. On est les meilleurs en province dans les tests provinciaux. On est meilleurs en taux de diplomation et tout. On a fait en sorte qu'on ne donnait pas de chance au gouvernement provincial de nous abolir parce qu'on est les meilleurs. On tire la province vers le haut. Les pays autour, Finlande, Belgique, sont venus nous voir pour voir qu'est-ce qu'on fait en Ontario pour avoir des si bons résultats. Puis c'est à cause de ça, on est capable de prendre notre gouvernance en main à cause de l'article 93 qui dit que, oui, vous devez exister, l'article 23 qui dit que vous devez exister, puis les gouvernements provinciaux ne peuvent pas nous abolir. Ça commence, là. Nouvelle-Écosse ne parlait la semaine passée. L'île du Prince-Édouard, c'est déjà là. L'île du Terre-Neuve aussi, il reste un conseil anglophone. Donc, on va avoir cette protection-là du fédéral. Là. C'est important. Puis on veut l'avoir avec des garanties monétaires aussi. Merci. Alors, sénateur Maltais, suivi de la sénatrice Gagné pour ce deuxième tour. Merci, M. le Président. Tout à l'heure, M. Lemay, vous avez dit une vérité de la palisse. Si j'ai bien compris, il y a beaucoup de provinces, peut-être dans les 3 provinces que vous représentez, que finalement, les fonds de Patrimoine Canada servent beaucoup plus à des classes d'immersion qu'à des classes de français. J'ai bien compris. Je veux revenir sur la reddition de comptes. Il y a 2 ans, le président du Conseil du Trésor est assis là parce que la ministre du Patrimoine, son argent vient du Conseil du Trésor. Elle n'a pas le droit de demander des comptes à personne. Alors,
J'ai demandé à M. Bryson, oui, il dit c'est plein de bon sens, il faut absolument trouver une solution pour savoir où va l'argent. Bonne chance, M. le ministre. Un an après, encore assis à votre place, M. Berry, il dit, on n'a pas trouvé de moyen, puis il dit, il n'y en a pas. C'est très simple, M. le ministre, il n'y en a pas, parce que les provinces sont protégées par la Constitution. Vous n'avez pas de choix. À moins de changer la Constitution, puis il n'y a pas d'appétit trop là-dedans. Alors ça, je ne veux pas vous refroidir, là, je ne veux pas être le bloc de glace dans le café chaud, mais il y a des points très importants à travailler là-dessus. Et ça, je pense que vous pouvez le faire. Une autre chose que vous pouvez faire. Moi, je suis colonel honoraire dans l'armée canadienne, mon collègue aussi. Valcartier, c'est une des plus grosses bases militaires au Canada. On reçoit des militaires d'Edmonton, de Calgary, de Vancouver, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario. Le Québec, c'est le français, la seule langue officielle. Mais on a fait une distorsion dans la loi pour les militaires. Lorsque les militaires arrivent de Calgary avec leur famille, là, il y a une grosse pancarte à l'entrée du bureau du sergent. École française ou école anglaise, choisissez. Et c'est mes taxes qui payent ça. Ce n'est pas le fédéral. Le Québec a l'obligation, comme vos provinces ont l'obligation de vous donner une école en français. Nous, on a l'obligation de vous en donner en anglais. Mais nos militaires québécois qui vont à Borden, qui vont à Calgary, qui vont à Edmonton, ils nous appellent, sénateur, connais-tu une école française à Edmonton? Bonne chance. En connais-tu une à Borden? Good luck, mon chum. C'est pas évident. C'est pas évident. Voyez-vous, ce qu'on nous demande à nous, comme Québécois, on n'est pas capable de l'offrir. Ces deux citoyens canadiens, vous savez, dans l'armée, il se fait un paquet d'échanges régulièrement. Là. Quelqu'un t'a pointé 2-3 ans de place, 2-3 ans dans l'autre. Ceux qui connaissent un peu. Mais là-dessus, vous autres, vous auriez avantage à des services comme l'armée d'aller offrir des services francophones. Si vous avez une base dans votre coin, dire, écoutez, nous autres, on a des écoles francophones. Ceux qui veulent venir, on enseigne de la première à la 12e année, comme nous, on le fait. Lorsque c'est possible, il y a des places que ça va être impossible, mais lorsque c'est possible. Et ça, je pense que ce serait une bonne façon de vous rendre presque indispensable pour le Canada. Pensez-y, là, c'est une petite réflexion que je vous offre là-dessus. Monsieur Ouellet, suivi de Monsieur Paul. À Victoria, il y a la base militaire d'Esquimalt. Et puis, puis l'école francophone est située pas loin de la base. Oui. 30% ou plus de nos élèves viennent de familles qui sont affiliées à la Marine canadienne. Et puis, ça fonctionne. Votre truc fonctionne, là, parce que le mieux qu'ils le savent, c'est là qu'ils vont aller. C'est ça. Et puis, mais le problème qu'on a, c'est qu'on essaye, en 2007, on a ouvert une nouvelle école. Le jour où on l'a ouvert, elle était pleine. Et là, on est en 2018, je vais dire 10 ans plus tard, l'école déborde parce qu'elle a été construite pour 500 élèves, puis on est près de 700. Alors, il faut aller louer des écoles dans les autres commissions scolaires, des écoles qui, dans certains cas, peuvent tomber à terre. Ce n'est pas le cas nécessairement de ce qui se passe à Victoria, mais vous avez absolument raison. Quand on se fait connaître, ils viennent. Les francophones, il y en a plein. Dans la région de Vancouver, là, on a à peu près, de Victoria, on a à peu près 700 à 800 élèves là, présentement qui viennent dans nos écoles. Si on avait le recensement, des questions de recensement, là, si le recensement nous donnait les vrais chiffres, on a près de 3000 élèves potentiels, mais on en rejoint seulement que 1000 ou 700-800. On a un problème là. Ça, c'est très... c'est ce qu'on vit à tous les jours. Mais vous avez absolument raison. Plus qu'on se fait connaître, mieux que c'est. Monsieur Paul? Je voulais juste vous mentionner
qu'on a un site web qui s'appelle Éducation de langue française Canada, elf.ca, et qu'on a communiqué avec la Défense nationale il y a déjà 2 ans ou à peu près pour leur demander de mettre le lien ELF Canada sur le site de la Défense nationale. Et ça a été fait. Et un autre petit, par contre, un défi qu'on a, c'est que même si on a un site web, puis même si la Défense nationale s'est engagée à faire la promotion de ce site web, la différence entre une école de langue française puis une école d'immersion, elle est vraiment méconnue. Je vais à Destination Canada, à Paris, en Belgique, à chaque année, pour faire quoi? Pour faire la promotion des écoles de langue française auprès des parents qui s'en viennent, sont prêts à partir au Canada. Les Français et les Belges n'ont aucune espèce d'idée qu'il y a des écoles de langue française. Et d'ailleurs, la grande priorité, et de nos collègues québécois également dans les forces, c'est que l'enfant doit apprendre, pas le français, doit apprendre l'anglais. C'est la même priorité qu'ont les Français et les Belges. À juste titre, on ne peut pas fonctionner à l'extérieur du Québec sans avoir 2 langues. Et c'est une grande révélation quand on leur dit que, savez-vous où vous allez devenir parfaitement bilingue, puis dans pas grand temps? Pas dans une école d'immersion, là. C'est dans une école de langue française que tu vas devenir parfaitement bilingue. Puis après 6 mois, ton enfant va parler, là, puis il va se débrouiller. Mais ça, c'est un des secrets les mieux gardés. Puis on essaie de percer, mais on aurait besoin d'aide pour passer ce message-là, que nos écoles de langue française forment les parfaits bilingues, si on veut. Et ce n'est pas l'école d'immersion. Mais dans leur tête, aux parents québécois et aux parents français et aux parents belges, il y a, aussitôt qu'ils voient immersion, c'est ça dont j'ai besoin. Ça, c'est un défi. On tente du mieux qu'on peut, mais la Défense nationale a été assez accommodante à ce niveau-là pour au moins faire la promotion des écoles de langue française. M. Demé. Merci. Vous vouliez ajouter, Mme Lapierre? J'allais juste dire que l'article 23, finalement, ça s'applique autant au fédéral qu'au provincial. C'est bien évident qu'à ce moment-là, il faut travailler à tous les niveaux, là, comme on disait plus tôt. Ça va? Merci. Sénatrice Gagné. Oh, pardon. Vous vouliez intervenir? Non, Non? juste pour dire que oui, ce que M. Paul a dit pour l'immersion puis l'école de langue française, la majorité, toutes les écoles de langue française en Ontario donnent à la fin de la 12e année un certificat bilingue. C'est de valeur, mais les anglophones ne nous aiment pas pour ça. Les écoles anglophones ne nous aiment pas pour ça parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Tandis que nous autres, nos élèves de 12e année ont accès à toute l'université confondue. Anglophones, francophones, nommez-les aux États-Unis, au Canada, même ici à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, à l'Université Carleton, nos élèves qui sortent de notre 12e année, ils ont accès à ces écoles, à ces universités-là. Puis les collèges, autant algonquins ici à Ottawa ou ailleurs, là, anglophones ou francophones. Donc, on crée des personnes parfaites bilingues, puis avec un certificat qui sort avec le diplôme. Puis tous nos élèves, à raison de 92 % présentement, sortent avec un diplôme. Merci. Vous aviez une question complémentaire, sénatrice Mention? Est-ce que les anglophones ont l'obligation de terminer leur 12e année avec des cours de français? Parce que moi, je sais, quand j'étais au secondaire en Ontario, je ne pouvais pas graduer, je ne pouvais pas avoir mon diplôme d'études secondaires, je n'avais pas mes 4 anglais, 9e, 10e, 11e, 12e. Est-ce que ce sont les mêmes règles pour les anglophones ou pour pouvoir avoir leur diplôme d'études secondaires, ils ont besoin d'un français 9e, 10e, 11e, 12e? Non. Il fallait avoir passé nos cours. Fait il y a quand même une certaine injustice là, pour les francophones dans cette façon de fonctionner-là. Oui, on est parfait bilingue, mais c'est des obligations que les francophones ont que les anglophones n'ont pas. Oui. Puis l'autre chose, au niveau secondaire, on ne prend pas anglais. On prend English. Oh oui. C'est le même programme que les Anglais. On peut pas, il n'y a pas de différence. On prend English.
c'est de valeur de le dire de cette façon-là, là, mais c'est ça, c'est la réalité. Puis dans les écoles de l'Ontario, c'est comme ça. Puis Pour c'est avoir une ton diplôme. injustice, là, parce qu'un francophone qui a de la difficulté avec l'anglais ne graduera pas de sa 12e année s'il n'y a pas ces 4 anglais là, passés. Fait que moi, j'ai toujours trouvé j'ai toujours considéré que c'était une énorme injustice des francophones de l'Ontario par rapport aux anglophones de la province. Merci. Vous me comprenez. Je peux juste vous dire ça. Oui, c'est ça. Sénatrice Gagné. Merci, M. le Président. Dernière question. Étant donné que l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits à l'instruction dans la langue de la minorité, y aurait-il pas lieu d'avoir une partie de la loi qui traite spécifiquement de l'éducation, de la reddition de comptes en matière de transfert, aussi définir les rôles et les pouvoirs des commissions scolaires en matière d'éducation? Parce que il me semble que j'ai entendu 2 messages, puis ma question, ça serait plutôt que de l'intégrer à la partie 7. Okay? Monsieur Paul. Donc, ce que vous dites, c'est est-ce qu'on devrait renchérir sur l'article 23? C'est ça. Oui. Et effectivement, ça serait un bon endroit pour encadrer, enchasser, si vous voulez. Je pense qu'un est aussi dur que l'autre, là, comme par exemple la loi sur les langues officielles et l'article 23, mais sauf que l'article 23, on ouvre la Constitution. D'accord, pardon, je me suis mal expliquée. Étant donné que la Charte garantit les droits à l'instruction, est-ce qu'on ne souhaiterait pas plutôt que de l'intégrer à l'article, à la partie 7, d'avoir une partie dédiée à l'éducation? Dans la loi sur les langues officielles. Dans la loi sur les langues officielles. Tout à fait, oui. Là, je ne vous avais pas bien compris. Oui, tout à fait, parce qu'à ce moment-là, c'est déjà, puis on répond aux 2 questions, n'est-ce pas, en même temps. C'est ce que j'allais dire tantôt, mais je vais laisser la chance à mes collègues. C'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on rêve en couleur d'enchasser les droits de gestion d'un conseil scolaire dans la loi sur les langues officielles dans une partie? Je ne pense pas, parce que c'est juste l'étape normale et naturelle qu'on a déjà dans la Constitution par rapport à l'article 23. Puis si on avait écrit l'article 23 il y a 5 ans passés, et non pas il y a 20 ans passés, on l'aurait fait. Parce que c'est ipso facto, tu regardes autour, c'est la réalité. On a gagné à travers la Cour suprême le droit de gestion pour nos conseils scolaires. Puis même, on va beaucoup plus loin que ça. Quand on parle du droit de gestion, dans plusieurs de nos provinces, le gouvernement, comme le mentionnait M. Lemay, nous délègue encore plus que le droit de gestion. Par exemple, nous délègue l'admission des élèves. On n'a pas le droit, finalement, c'est le droit d'admettre, le droit d'admission des élèves appartient à la province. Mais il a le droit de déléguer au conseil scolaire. Et dans plusieurs provinces, on le délègue, ce droit-là, au conseil scolaire. Donc, à un moment donné, cette partie qui enchasserait dans la loi sur les langues officielles les devoirs et les responsabilités, ça nous aiderait grandement. Et ce n'est pas rêver en couleur. L'article 23 le fait presque déjà. Merci. Merci beaucoup. Alors, Mme Lapierre, M. Ouellette, M. Barry, Mme Grimard, M. Paul et M. Lemay, merci beaucoup pour vos présentations. Il est vrai, comme certains de mes collègues l'ont mentionné, que vous avez fait part de certains enjeux dont nous avons déjà entendu parler. Par contre, je dirais ceci. Vous apportez par la rigueur de vos propos, par le sérieux des mémoires que vous nous avez fournis, des pistes très concrètes qui vont nous aider certainement à procéder à des recommandations pour la modernisation de la loi sur les langues officielles. Et j'applaudis votre optimisme, j'applaudis votre détermination et je sais que ça va nous inspirer, nous, sénateurs et sénatrices, pour poursuivre ce travail essentiel de réfléchir avec la communauté à la modernisation de la loi sur les langues officielles. Donc, je vous remercie très sincèrement. Et sur ce, nous allons suspendre pendant quelques instants, puis nous allons revenir à huis clos pour une brève rencontre avec les membres du comité. Alors, merci beaucoup.